la situation en Ukraine et d'abord été l'occasion de préparer le Conseil européen qui se tient ici jeudi et vendredi de cette semaine. Ce Conseil européen sera consacré à la réponse à cette guerre qui se poursuit en Ukraine. D'abord en revenant sur l'ensemble des mesures décidées lors du sommet informel de Versailles les 10 et 11 mars dernier pour en tirer un premier bilan et avancer. Comme vous le savez, dans le sillage de ce sommet, de nouvelles sanctions ont été récemment décidées. Le 14 mars dernier, un quatrième paquet. Le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine s'est renforcé, notamment sur le plan militaire, en mobilisant au total désormais 1 milliard d'euros par la voie de la Facilité européenne de paix, qui fut discutée par les ministres des Affaires étrangères et le représentant hier. Et une assistance financière sera également consacrée aux pays qui accueillent les réfugiés, à l'instar de la Moldavie, qui bénéficiera aussi d'un soutien opérationnel de Frontex. Vous le savez par ailleurs, nous renforçons la pression exercée sur tous les points sur la Russie et ce tour de table et cette discussion qui a eu lieu ce matin pour préparer le Conseil sur cette question a été l'occasion de rappeler 3 messages. D'abord, l'unité européenne nécessaire et extrêmement forte toujours. La solidarité que j'éconquais à travers ce renforcement du soutien à l'égard de l'Ukraine et cette fermeté la plus forte possible contre la Russie. Le Conseil européen des 24 et 25 mars marquera aussi une étape importante en matière de sécurité et de défense, avec l'adoption, c'était une des priorités de cette présidence, de notre boussole stratégique qui prévoit des mesures très concrètes comme une capacité rapide d'intervention de 5000 hommes. Je crois que nous sommes dans un moment où plus que jamais notre autonomie stratégique, notre souveraineté européenne par ces questions de défense et de sécurité en particulier reste plus importante que jamais et nous avons besoin de ces avancées concrètes. 2 autres domaines ont été également évoqués dans notre discussion en matière là aussi de réduction de nos dépendances et d'affirmation de notre souveraineté sur le plan agroalimentaire. Cela fait partie des mandats confiés à Versailles à la Commission européenne et plus encore en matière énergétique qui fera l'objet, cette dépendance énergétique et le renforcement de nos outils, d'une discussion en cette fin de semaine lors du Conseil européen. Avec une dimension de court terme, comment renforcer nos outils pour faire face à des hausses de prix. C'est une discussion qui se poursuit en ce moment. Et comment nous pouvons aussi renforcer nos capacités de résilience, notamment en vue de l'hiver prochain, avec la question du renforcement de nos capacités de stockage, qui a fait l'objet de beaucoup d'interventions aujourd'hui et d'un large soutien. Cela veut dire aussi réfléchir davantage pour le moyen et le long terme à la réduction la plus rapide possible, la plus accélérée possible de nos dépendances aux énergies fossiles, notamment aux énergies fossiles venant de Russie. Sur le volet international, ce sommet sera aussi consacré à 2 autres points que je mentionne rapidement. La préparation du 23e sommet UE-Chine, qui sera notamment l'occasion d'aborder la guerre en Ukraine et de demander à la Chine un engagement fort pour essayer de maximiser nos chances de revenir à la paix. La crise politique en Bosnie-Herzégovine, qui n'est pas non plus sans lien avec la situation que nous connaissons, pour éviter toute déstabilisation du pays et toute exploitation de la situation par la Russie. Notre discussion à ce Conseil Affaires Générales a aussi été consacrée à un chantier important pour l'avenir de notre Union, à la fois pour son fonctionnement institutionnel et pour les politiques que nous mettons en œuvre, ce chantier de la conférence sur l'avenir de l'Europe, avec une conclusion politique qui se tiendra le 9 mai. Nous avons trouvé au sein du Conseil un accord que je ne détaillerai pas, sauf si vous m'y incitez fortement, sur les prochaines étapes de procédure, pour que le 9 mai soit un moment important où nous puissions lancer un certain nombre de chantiers de réforme. Ce n'est pas superflu, au contraire, je crois que c'est d'autant plus nécessaire dans le moment que nous vivons de montrer que notre Europe regarde vers l'avenir et arrive à améliorer son mode de fonctionnement, à renforcer ses outils
politique. Un point législatif important aussi fait l'objet de notre ordre du jour, en particulier la révision du règlement sur le statut et le financement des partis et fondations politiques européens. Cela fait partie plus largement d'un paquet législatif proposé il y a quelques mois par la Commission européenne sur la démocratie européenne. Et ce premier texte qui fait l'objet aujourd'hui d'une orientation générale partielle du Conseil prévoit des avancées concrètes importantes, l'interdiction des financements extra-européens et de la participation des partis nationaux extérieurs à l'Union européenne aux partis européens. Nous avons besoin de plus de transparence et de plus de protection contre les ingérences, le renforcement aussi de la transparence des dons dont bénéficient les partis politiques européens et la mise en place, dans le même esprit, d'obligations déclaratives en termes de respect des valeurs européennes par toutes les formations politiques européenne. Nous espérons que le Parlement européen pourra se prononcer rapidement sur ce texte législatif. Nous tenons prêts à préparer les discussions avec le Parlement européen en trilogue et nous tenons surtout prêts à avancer sur les autres textes législatifs de ce paquet démocratie si important là aussi dans le moment que nous vivons pour mieux faire fonctionner nos règles démocratiques. La Commission européenne, mais je laisserai le vice-président Šefčovič en parler, a également en fin de conseil brièvement présenté ses propositions de règlement sur les mesures autonomes susceptibles d'être adoptées par l'Union européenne dans sa relation au Royaume-Uni. C'était des conséquences de l'accord de retrait, de l'accord de commerce et de coopération, pour que nous ayons des outils juridiques durables de vérification et de réponse, le cas échéant, des engagements pris par le Royaume-Uni dans le cadre de ces accords. Donc je remercie la Commission européenne d'avoir respecté des délais serrés pour présenter ces propositions législatives qui renforcent notre capacité à défendre nos intérêts européens. Thank you. Merci beaucoup, cher Clément. Minister just made, I think, very good resume of the discussion we had throughout the day in the framework of General Affairs Council. And we have to just recall that this is the first Council of General Affairs since the onslaught of Russia aggressions against Ukraine. I would say that most importantly, today we prepared the discussion of our leaders at the European Council this week. And this would be indeed a strategic council given the current geopolitical context. We covered all issues related to the Russian war against Ukraine. And as you know, our response has been resolute, robust and rapid. And it is the result of the first-class cooperation and coordination within the EU and beyond. And today, I also have to reconfirm that the discussion was held in the same spirit of unity and solidarity. If you allow, I would focus on three main issues on which the Commission will tomorrow put forward additional input in the form of very important proposals. First, on EU support to those who are fleeing Ukraine. Second, on food security and the resilience of the food system. And third, on energy security and high energy prices. This naturally framed ministers' interventions. Nearly 3.4 million people, overwhelmingly women and children, have already arrived in the European Union after fleeing Ukraine. Both the scales and speed of arrivals are unprecedented, with a child arriving in the EU every second on average. We are already mobilising all our EU tools to provide support to Member States with increased deployment of staff from Frontex, Europol and the EU Asylum Agency. And people across the EU, but especially in the bordering states of Poland, Slovakia, Hungary and Romania, are showing their utmost solidarity with the millions who have fled. Now we must ensure the right resources are in place to meet their needs. Our communication will lay out a number of actions to ensure access to education, jobs, healthcare and housing with a particular focus on children. We will also propose new flexibilities to help Member States make use of existing funds. For example, up to €10 billion can be used for support to displaced persons from REACT-EU. On food security,
our communication will identify a number of measures, both new and existing, to tackle the challenges of food availability, food affordability, and the resilience of our food system. For example, with Ukraine being a major wheat exporter, we need to work closely with the countries most affected by supply disruptions to ensure any impact is negated as much as possible. And we must ensure the resilience of our food systems and an acceleration on the move to greater sustainability. On energy security and climate neutrality, we will look to cap electricity and gas prices and mitigate the increase in electricity prices for consumers. At the same time, we will take action to ensure high energy security for future winters. This will include a legislative proposal to ensure gas storages remain at an adequate level. As such storages are critical infrastructure, we will also introduce provisions to tackle ownership risks for gas infrastructure. These measures will help us adapt to new security reality in Europe, which represents a major shift in our strategic environment. But we will still need to build our resilience further by reducing strategic dependencies in other critical sectors, lest we inadvertently swap our reliance on Russian gas for a different commodity. For example, with critical raw materials vital for burgeoning European battery industry, among others, but we can speak about all future-oriented technologies in that regard, where we are already more dependent on foreign imports than we are on Russia when it comes to the fossil fuels. So it is crucial that we increase domestic production while we also be diversifying our external suppliers if it comes to the critical raw materials. We continue at full throttle with all this work, and as we do so, there will be also not let up in our commitment to Ukraine and Ukrainian people. We will continue to provide the necessary support while standing ready to add to the wide-ranging sanctions adopted so far against Russia and Belarus, sanctions that have already had a significant effect. We remain united and determined to build a better and more resilient future for Europe, and I believe that this would be also key guiding principles for the very important debate of the heads of state and government this Thursday and Friday. Thank you. Merci beaucoup. Nous allons à présent prendre vos questions. We will now take some questions. De Karl Demeyer des Échos en ligne. From Karl Demeyer from Échos en ligne. Karl? Karl? Oui, excusez-moi. Yes, oui. I'm sorry. On t'entend. Bon, Karl a disparu, donc on va te reprendre juste après. On va prendre maintenant une question d'Erisa, d'ABC News. Take ABC News, Erisa's question. On ne t'entend pas. Branche ton micro. Can you switch your mic on, please? Oui. Alors, bonjour, vous m'entendez? Yes, oui. Can you hear me? Merci beaucoup. J'ai deux questions en fait, sur la conférence sur le futur de l'Europe. Two questions on the conference on the future of Europe for the Commissioner. Obviously, this has been a wonderful process for injecting momentum into the democratic process, but it doesn't necessarily take into account the new order of things, the Russian threat on the European continent, because that has emerged at the end of the process, at the end of the conference. So how will the conference take into account this new element? There'll be
born. Le ministre des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord hier a The foreign déclaré ministers que la of Bulgarie Northern et la Macédoine du Nord se trouvent Macedonia très have proches said de that trouver un accord sur leurs they're questions very close bilatérales. with their La Bulgarian l'ouverture de counterparts to négociations avec finding l'Albanie et la Macédoine du Nord an se agreement ferait-elle sous which présidence would française, à there votre avis? perhaps allow the beginning of negotiations with North Macedonia and Albania. Could that happen under your presidency? Sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, well, on vous avez raison, il y a un changement de donne on the future of qui Europe. marque Yes, tous les things have Européens changed, of avec course. le déclenchement Everyone de knows la that, guerre d'invasion russe le 24 février dernier. On the 24th Je crois of que cela February valide encore davantage la nécessité d'avoir une Union européenne plus efficace, plus forte sans doute dans les domaines comme la sécurité et la défense. Ce qu'on constate, puisque ce processus a été lancé il y a en effet plusieurs mois déjà, c'est que dans les groupes de travail, dans les propositions qui émanent des panels citoyens, les questions de sécurité et de défense sont très présentes. Il y avait déjà une prise de conscience de l'importance de ces questions. Et donc, nous verrons, il y a une prochaine session plénière en fin de semaine, il y a encore 2 autres sessions plénières avec les représentants des citoyens en particulier. Nous pouvons évidemment prendre en compte des réflexions nouvelles, des ajustements. Je crois que le diagnostic et la volonté de renforcement de ces politiques de sécurité et de défense sont encore plus vrais et émergeront très clairement de cette conférence sans préjuger des dernières étapes. Ensuite, il y aura une étape politique, institutionnelle qui consistera pour trois institutions qui assurent la coprésidence de cette conférence, la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil, le 9 mai, et après le 9 mai, de dire quelles sont les grandes priorités d'action de l'Union européenne, les premières conséquences qu'on tire sous forme législative ou autre, budgétaire par exemple, à définir en termes de grandes priorités, en termes de grands changements. Et je pense qu'il serait opportun en effet de mettre tout en haut de nos priorités ces questions de souveraineté. Vous me permettrez d'utiliser ce concept que la France a beaucoup porté, mais qui je crois aujourd'hui est assez répandu en matière de sécurité et de défense, mais aussi parce que nous voyons la lumière de la crise dans les domaines stratégiques. Nous avons vu parfois nos faiblesses, nos dépendances, souvent trop grandes. C'est vrai en matière agricole et agroalimentaire, même si nous avons des forces très importantes qu'il ne faut pas perdre, de production et d'export. En matière énergétique, ce sont des sujets que nous avons discutés aujourd'hui, qui sont peut-être des sujets moins directement connectés à la crise, mais qui sont très présents évidemment à la lumière aussi de cette crise et de cette guerre. Donc je ne crois pas que le drame que l'on vit aujourd'hui et que l'on voit aujourd'hui périme la conférence. Au contraire, sans doute dans la hiérarchie des priorités, dans la hiérarchie des urgences, cela mettra encore plus l'accent sur les questions de sécurité et de défense. Mais encore une fois, on a vu dans les panels français en particulier, les citoyens sont déjà très engagés sur ces priorités. Sur la question des négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord et de l'Albanie que vous évoquiez en particulier, il y a en effet des échos et des signaux positifs des discussions bilatérales qui ont lieu, qui ont encore lieu entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord. Je m'étais rendu juste avant le début de la présidence française en Bulgarie, après l'installation du nouveau gouvernement. J'ai eu l'occasion d'échanger encore récemment avec les autorités bulgares, le Premier ministre Petkov. Il y a un engagement très sérieux de part et d'autre, à Skopje comme à Sofia, pour trouver une solution aux différends bilatéraux qui demeuraient. Je ne peux pas préjuger, mais je confirme ces signaux positifs. S'ils aboutissent dans les prochaines semaines, alors il appartiendra à la présidence d'enclencher les prochaines étapes. Nous le souhaitons, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui, ce ne serait pas suffisamment étayé que nous pourrons commencer les négociations d'adhésion. Je rappelle encore une fois qu'à l'unanimité, une fois que la nouvelle méthodologie d'élargissement, souhaitée notamment par la France, a été adoptée, tous les États membres avaient donné leur accord de principe, sauf la Bulgarie. Nous sommes en train de, j'espère, avancer et surmonter ce différend qui permettra ensuite de commencer un processus. Il est trop tôt pour définir un calendrier précis. Une question à présent de Virginie Malingre en salle pour Le Monde. Virginie Malingre from Le Monde. Ça marche? Oui. Bonjour. J'ai 2 questions. Vous avez évoqué, vous avez dit que la Commission allait présenter un mécanisme pour caper les prix de l'électricité et du gaz. C'est quelque chose qui était demandé par plusieurs pays, notamment au sud de l'Europe, mais auquel étaient opposés d'autres comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'occasion du CAG, il y a eu un débat là-dessus et quelle en était la teneur? Et par ailleurs, est-ce que vous réfléchissez à un mécanisme d'achat en commun du gaz? Sérieuse, comme ce qu'on a fait sur les vaccins. Et est-ce que vous avez abordé dans le Conseil du jour la question de nouvelles sanctions et notamment
éventuellement d'embargo sur le pétrole et ou le gaz russe. Thank you very much for these questions. What I can tell you today, it's a reflection of the debate we had this morning among the ministers, and also, I would say, a few takeaways which stem from the orientation debate we had yesterday with my colleagues within the college framework, because the proposal itself is being finalized and will be only adopted tomorrow in the college. But a few of the, I would say, general assessment with which we entered into the process of finalization of our proposal. Clearly, we in the Commission feel the same as the heads of states and government, that we have huge volatility on the energy market, and that because of the high gas prices, the overall impact on the energy prices is detrimental from the point of view of energy poverty, detrimental from the point of view of competitiveness of the European industry, and that we have to find the best possible solutions to resolve this. So our intention is to work on best options available for the heads of states and government, because each option has its pros and cons, and therefore what we want to do tomorrow is to finalize our proposal in a way to structure the discussion of the leaders for political steer guidance, so we can work further with these political orientations. What I think it's quite clear from the discussions we had so far, that we need to do much better if it comes to energy security. Therefore, we are considering to propose actually the legislative framework where there will be an obligation that each gas storage should be filled before the 1st of November by 90%, which would then make us much more resilient in the case of any geopolitical developments, severe winters, or any kind of problems which we might entail. And we definitely want to work towards that solution, because the fact that our gas storage has been fulfilled with the lowest level since many years brought us to the big difficulties in January, where we've been kind of scrambling for the additional gas for the European consumption throughout December and January. You are also right in the need to take good lessons from how we tackled the procurement of vaccines. I think that there is lots of support for common purchase of gas among the member states. So I expect that this would be the approach which would be also endorsed by the head of state and government, because Europe should definitely use better its enormous weight, the scale of our European economy, if it comes to the negotiating of the energy prices, negotiating the supplies of gas to the EU. Of course, for that, we need to be much better in assessing how much gas do we need as a EU, for how long. We have to finalize build up of our energy infrastructure, and therefore we are setting up already now the special task force, which would be in close contact with the member states, but of course with the key energy stakeholders to make sure that we can come up with very clear demands, clear position on what we would like to see as a result of this eventual common purchase of gas for our member states, because we should cooperate, coordinate, and not compete with each other among the member states if it comes for the supply of gas from the global markets. And I think that this is one approach which we will finalize tomorrow. And of course, I hope that it will have favorable reading and support from the head of states and governments, so we can proceed with accelerated work on making sure that we are well prepared for the next winter, well stocked, and that we will be also doing much stronger and visible strides in reducing
significantly our energy dependence on the supplies from Russia. Une question après. Oui, vas-y. Please go ahead. Simplement pour compléter ce que dit à l'instant Maroš Šefčovič, il y a eu un débat qui s'est beaucoup concentré sur cette question énergétique, avec deux axes importants. D'abord, la volonté de réduire le plus rapidement possible nos dépendances, en particulier, et puisque la hausse des prix, comme vous le savez, avait déjà commencé avant la guerre que nous connaissons aujourd'hui, d'avoir de manière générale des outils de maîtrise des prix plus importants dans des périodes difficiles comme celles que nous vivons. Le premier sujet, celui de la réduction des dépendances, est sans doute encore davantage consensus que celui de la réforme de nos marchés et du développement de nos outils de maîtrise des prix. Mais il y a trois éléments qui ont fait l'objet, sans être aujourd'hui conclusifs, de discussions et d'un soutien important de nombreuses délégations. L'option d'abord de renforcer nos capacités de stockage, comme l'a proposé d'ores et déjà la Commission dans une récente communication. Et ces débats continueront en fin de semaine et au-delà, que nous ayons des règles uniformes et renforcées de stockage, notamment de gaz, avant le début de chaque hiver. Avoir une discussion, car il y a encore des débats sur ce sujet, sur des possibilités d'achat commun. Et puis d'avoir une discussion qui se prolonge, qui est plus difficile, pour être transparent, sur les questions de plafonnement des prix dans des périodes de forte hausse, notamment des prix de l'électricité. On le voit, dès qu'il faudra, sur certains points, une réforme du marché européen de l'électricité, notamment pour maîtriser les prix finaux des consommateurs dans des périodes de crise, a beaucoup fait son chemin ces dernières semaines. C'était un débat, encore une fois, que nous avions avant la crise, qui avait été évoqué notamment au sommet informel de Bordeaux. C'est évidemment beaucoup renforcé au vu de l'augmentation qui se poursuit des prix de l'énergie. Sur la question des sanctions, il n'y a pas en tant que telle discussion aujourd'hui au Conseil des affaires générales, mais le message que le président République avait d'ailleurs rappelé à la conclusion du sommet de Versailles vaut toujours, c'est-à-dire celui du renforcement de nos sanctions dès lors que la Russie ne donnera pas de signe d'apaisement, de volonté de paix. Au contraire, ce que nous avons vu malheureusement ces derniers jours, c'est une intensification du comportement de guerre, des frappes et de l'invasion menée par la Russie. Et donc, bien sûr, il est possible qu'il y ait rapidement de nouvelles sanctions. C'est une discussion qui se prolonge. Une question de Carl Demeyer pour les échos en ligne. Oui, bonjour. Mes excuses, tout à l'heure, j'ai eu un appel très urgent au même moment. I had to take an extremely urgent call. Avez-vous, en tant que présidence française, reçu des candidatures au poste de président du Conseil européen? For the presidency of the European Council, have you received any applications? Are you a candidate, Carl? Non, écoutez, il y aura une discussion en fin de semaine pour le préciser. A point on the le mandat est de 2 ans et demi pour le Conseil européen, donc pour désigner un président du Conseil européen. Je n'ai pas connaissance d'autres manifestations d'intérêt que celle de l'actuel président Charles Michel. Une question à présent de Mathieu Bion pour Agence Europe en ligne. Agence Europe en ligne has the next question. Oui, bonjour, Mathieu Bion, vous m'entendez? Oui. C'est sur la proposition révisant le statut des politiques européens et des fondations. Est-ce que vous pouvez préciser les raisons qui justifieraient le fait que des partis politiques de pays hors UE, mais dans le Conseil de l'Europe, le commissaire a mentionné le parti du président Zelensky en Ukraine, ne pourrait plus être membre de partis politiques européens. Be members of European political parties or European political groupings. Merci. Thank you. Vous avez dirigé cette question à M. Clément Bon ou à moi? Was this a question for me or for Clément Bon? C'est plutôt pour la présidence, puisqu'elle it's more for the a un accord presidency, politique really, partiel sur le texte, mais j'ai bien entendu l'argumentaire de M. Šefčovič. Now, I understood what Mr. Šefčovič said. I know what his position is, I know what the Commission's position is, but I don't really know what the Council's is. La question qui a été débattue
Dans le cadre de ce texte, sur la base de la proposition de la Commission, nous avions un premier débat au mois de janvier au Conseil, c'est celle du financement. Il y a effectivement un très large consensus pour dire que dans les partis politiques européens ou les fondations politiques européennes, principalement les partis politiques européens, il n'est pas question d'exclure tout parti en dehors de l'Union européenne, mais de ne pas avoir de financement extérieur. Ça ne veut pas dire que tout parti venant d'un pays extérieur à l'Union européenne est nécessairement une menace, mais il ne faut pas être naïf. C'est pour ça que nous avons procédé à cet encadrement strict. Il peut y avoir, ça avait commencé à être discuté avant la guerre, mais venant de Russie, de Turquie ou d'ailleurs, des influences étrangères qui passent par des financements, qui sont dirigés parfois vers des partis politiques nationaux, mais cela relève de la législation nationale. On le voit, c'est une forme de pression, d'ingérence qui existe, et c'est là le périmètre de ce texte, destiné aussi parfois aux partis politiques européens. Donc c'est pour limiter, éliminer ces risques-là d'ingérence, de pression extérieure, que l'immense majorité des États membres s'était exprimée dès le mois de janvier en ce sens, ne pas avoir de financement de partis politiques extérieurs à l'Union européenne pour les partis politiques européens. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une discussion qui doit se poursuivre avec le Parlement européen pour aboutir à un texte final. Mais la position issue du Conseil est en effet celle-ci, dans un souci à la fois de transparence, de rigueur et de protection. C'est d'actualité malheureusement encore plus aujourd'hui contre les ingérences et les stratégies d'influence extérieure. Allow me to complement the answer because I see that we are very well informed about our discussions in the Council. First and foremost, we are extremely pleased in the European Commission that the progress of this file is so rapid because, I mean, if you look at it from the perspective of the approval of legislation, the next European Parliament elections are really around the corner. So therefore, I think it's very good that we are progressing so fast. What I was highlighting in my remarks was support for the progress, but at the same time, I was underscoring the need to be very careful and precise in all the details so we would avoid unintended consequences. Because, I mean, there is strong logic in what the Presidency and Council says, that we have to increase transparency, we have to avoid any pressures coming from outside of Europe. But at the same time, we need to work on making sure that we would have structured cooperation and recognize the European characters of the parties, like party of President Zelensky or party of President of Moldova, Sandu. They kind of established already the affiliated membership, be it with ALDE or EPP, and I think for them it's very important to demonstrate that also on the party level they have this very strong political European aspiration, and I think that was not disputed. Everyone supports that understanding, that approach. We just need to find the proper legal way how to express this difference and reinforce the structured cooperation with pro-European political parties already established very close and cooperative links with the political parties in the EU. Une dernière question très rapide de Raf Kazert. Raf Kazert, one last brief question. Yes, good afternoon, bon après-midi. For Minister Bone, if I may, you prepared a summit, and one of the essential parts of that will be the meeting with U.S. President Biden. What are you still looking for in that meeting, and how important is the show of unity in this all, specifically because it's only a few years ago that we still had President Trump in office? Thank you. Merci beaucoup. Si j'ai bien entendu la question, celle du message qui est donné par la présence du président Biden, vous avez raison de le rappeler, il y aura à la fois un sommet de l'OTAN, une réunion du G7, et ensuite une participation du président Biden au début du Conseil européen. Je ne peux pas mieux le dire que dans votre question, c'est la démonstration, au-delà de la coordination que nous faisons, notamment sur les mesures de sanction depuis le début de cette crise. Et depuis le début de cette guerre, encore il y a quelques jours, dans différents formats, dont le G7, encore avec des échanges téléphoniques hier entre plusieurs chefs d'État et de gouvernement occidentaux.
montrer ce message d'unité, cette image d'unité, et d'avoir des discussions sur l'ensemble des aspects de cette crise. Le message d'unité que j'indiquais, la solidarité avec l'Ukraine, ses modalités, comment la renforcer, et la pression et les sanctions exercées contre la Russie. Il était important que ces trois formats de discussion, de nature différente évidemment, se coordonnent, s'articulent et démontrent la parfaite unité, la parfaite continuité entre les membres de l'Union européenne, ceux qui sont membres de l'OTAN et nos partenaires transatlantiques. A few impressions I brought back from the United States, which I visited the last week. I had extensive meetings at the State Department, in the White House, at the Department of Energy. And I would say that the whole U.S. administration was already geared up for the preparation of the visit of President Biden to Europe. And I have to say that I'm visiting U.S. regularly for already quite some time. I never hear so much appreciation, praise for the close cooperation, for the strong transatlantic bonds, which by all my interlocutors been described as a best in a decade, because this crisis really brought us even more together. Strong interest in the close cooperation and coordination on sanctions against Russia, but also on the key arguments which should be passed to China, and there we would have very good occasion on the EU-China summit on the 1st of April, but also on working with our international partners, be it in Africa and Latin America, to simply consolidate the support for Ukraine, for democracy, and for a very clear position where we have to fight against aggression, against war, and against any attempt of territorial annexations, as we see right now to be committed by Russia. So I think that in that context, the visit of President Biden in Europe is of paramount importance, because this is further cementing our cooperation, and I think it's really a reflection of our excellent cooperation in this particular situation. And I think it's really open new chapter of transatlantic cooperation in other sphere and in depth, which was not imaginable just a couple of weeks ago. Merci à toutes et tous. Thank you very much, everyone. Merci beaucoup. Thank you.